Merci d'être de plus en plus nombreux à suivre nos webconférences Secret Planet. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Damien, responsable de l'agence en charge de l'Asie centrale et des terres polaires pour Tamera. Aujourd'hui, nous partons en Birmanie avec Jérôme Cotry, notre spécialiste Asie du Sud-Est et Océanie. Il va vous présenter la Birmanie qu'il connaît bien pour y avoir vécu. Il abordera plutôt dans les régions ethniques de la Birmanie plutôt que la Birmanie centrale, qu'il abordera plutôt par le prisme du bouddhisme. Sans plus attendre, juste avant, je vous rappelle peut-être la prochaine webconférence, puisque celle-ci est la dernière avant les vacances d'été, pour ceux qui en ont. La prochaine webconférence à la rentrée, on partira sur le Sahara avec Eric Bonnem, et ce sera donc le mercredi 26 septembre. Sans plus attendre, je passe la parole à Jérôme, et en avant pour la Birmanie. Mingalava, bonjour à toutes et tous. Nous allons donc partir en Birmanie. Alors, le format de ces webconférences est en cours. On ne va pas être exhaustif, on va juste choisir quelques éléments plus importants. On va quand même commencer par la Birmanie centrale. Birmanie centrale est le pays des Birmans, en fait. C'est vraiment le cœur de la Birmanie. C'est là que se trouvent tous les sites importants, les pagodes, les lieux de pèlerinage. La Birmanie centrale, c'est une région qui est généralement la première qui est visitée en fait par les voyageurs en Birmanie, parce que c'est là qu'il y a un petit peu les incontournables, Bagan, Mandalay, etc. Mais en fait, comme vous le voyez, la Birmanie, c'est un pays qui est un pays charnière entre le monde chinois, le monde indien et le monde de l'Asie du Sud-Est, qui sont d'ailleurs plutôt de ce côté-là qu'il y a les régions ethniques. La Birmanie centrale, donc c'est vraiment ce cœur qu'on va maintenant découvrir, avec quelques images pour vous montrer les sites principaux. Donc déjà Bagan, avec ses plus de 2200 temples et pagodes, il y en avait même plus avant, donc que l'on découvre, qui n'est pas non plus quelque chose de vraiment archéologique, parce qu'en fait il y a des gens qui habitent, il y a des villages, il y a de l'activité, il y a pas mal d'agriculture qui se fait aussi aux environs, et donc c'est vraiment le cœur du pays des Birmans. Le cœur du pays des Birmans, qui est donc dans cette Birmanie centrale, que l'on peut aussi découvrir l'été, parce que c'est protégé des principales influences de la mousson. Voilà, donc là c'est une femme qui fume un chérout, le cigare birman. Parmi les pagodes les plus importantes, il y a Shwedagon, à Yangon, la plus grande pagode du pays, et certainement une des plus belles du monde. À Mandalay, il y a le Bouddha Mahamuni, qui est ce grand Bouddha de 4 mètres de haut. Tous les matins, le moine supérieur vient lui laver le visage. Et dans le cadre de nos voyages, on va toujours assister au lavage du visage de ce Bouddha. C'est une expérience formidable. Il y a très peu de touristes en fait qui y vont. C'est à 4 heures du matin. Il y a aussi les grottes de Powindong, qui sont vraiment au cœur de la Birmanie centrale, dans la région de Muniwa. Ce sont des Bouddhas creusés dans le grès, dans des grottes. Plus au sud, il y a le rocher doré de Chektio, qui est en équilibre sur le bord d'une falaise retenue par des cheveux de Bouddha, d'après la tradition. Là, c'est des régions qui sont plus soumises à la mousson pendant l'été. Le pont Ubeng, qui est du côté de Mandalay, à Amarapura, donc ancienne capitale. Et à travers toute la Birmanie centrale, et même dans les régions ethniques qui sont bouddhistes, il y a les monastères. Il y en a maintenant en d'autres matériaux, mais le matériau traditionnel, c'est quand même le bois. Il reste encore pas mal de beaux monastères en bois. Ces monastères sont aussi des lieux de vie, parce qu'au moment des fêtes, notamment des fêtes de la pleine lune, la population vient pour apporter des offrandes, et c'est même un lieu de rencontre, les voisins se rencontrent, etc., les gens mangent en famille. Alors, les moines bouddhistes, donc tout homme bouddhiste en Birmanie, doit passer dans un monastère au moins 7 jours, parfois bien plus. Il y a aussi des nonnes. Alors pour les nonnes, donc pour les femmes, c'est quelque chose qui est sur la base du volontariat, il n'y a pas d'obligation. Il y a aussi les yatés. Les yatés, ce sont des ermites qu'on reconnaît avec leur bonnet de cuir et qui sont des renonçants, en fait, qui ont renoncé au bien de la vie terrestre pour se consacrer à la religion, un petit peu comme les sadhus en Inde, et qu'on rencontre dans des lieux de pèlerinage. Les moines doivent quêter leur nourriture le matin. Alors ils le font généralement en file indienne, de bonne heure le matin, selon un parcours qui est prévu, et
les gens leur donnent à manger. Les nonnes bouddhistes doivent faire la même chose, mais elles peuvent le faire l'après-midi, parce qu'elles se font elles-mêmes la nourriture, alors que les moines doivent manger avant midi. Donc les jeunes moines, les novices, commencent par passer donc, simplement 7 jours, ou 1 mois, 2 mois, 3 mois dans un monastère. Ça, c'est quelque chose d'obligatoire pour un homme bouddhiste. Et avant d'être novice, avant de rentrer au monastère, il y a toute une cérémonie qu'on appelle Shinpyu, où donc il n'est pas rare de voir ce genre de choses quand on voyage en Birmanie centrale, des jeunes qui sont habillés comme des princes de l'époque des temps passés, et qui, pendant 3 jours, donc il y a toute une fête, et au bout de cette fête, ils sont rasés, et ils rentrent au monastère, finalement pour symboliser un petit peu ce qu'a fait Siddhartha Gautama quand il a renoncé à tous les biens pour se consacrer à la religion. Et c'est des choses qu'on peut voir aussi dans d'autres régions, même ethniques, comme ici chez les Pao, du moment qu'ils sont bouddhistes. Il y a beaucoup de fêtes en Birmanie, fêtes de pagodes, fêtes liées à la pleine lune. Et parmi elles, il y a la fête des Lumières, qui est vraiment une grande fête où les bougies sont allumées tout autour des principales pagodes du pays, et surtout la pagode Shodagon à Yangon. C'est là que c'est vraiment le plus intéressant. Et parmi les fêtes, il y a aussi les Nakwe, les fêtes des esprits, qui sont en fait orchestrées par des médiums, des Nakado. Et c'est quelque chose qui continue à perdurer en Birmanie, malgré le fait que le bouddhisme soit la religion principale. Alors, en bordure de cette Birmanie centrale, il y a donc les régions drainées par le fleuve Irrawaddy et la rivière Chinwin et le fleuve Salween. Donc, on va d'abord, on a d'ailleurs un voyage qui se fait là-dessus. Donc, vous voyez ce qui est en noir, ça correspond à ces régions. Donc, dans la partie haute, il y a d'abord à droite la région du fleuve Irrawaddy, où on fait la navigation depuis Bamo jusqu'à Mandalay. Et dans la partie gauche, le long de la frontière indienne, la rivière Chinwin, qui est le plus gros affluent de l'Irrawaddy, que l'on descend de Kalewa jusqu'à près de Mandalay, jusqu'à Moniwa. Et on a un voyage qui combine ces deux rivières. Et plus au sud, le fleuve Salween, où on fait de petites navigations dans la région donc, du pays Karen et des Tamon, mais peut-être qu'un jour on pourra remonter le fleuve Salween jusque dans la région de l'Oriko, dans les Takea. Donc les navigations que je vous ai présentées se font dans des régions qui sont plus en amont. C'est-à-dire que la plupart des navigations proposées par les voyagistes sont de Mandalay à Bagan, mais c'est plus intéressant plus au nord, parce que les rives sont plus escarpées, il y a même parfois des défilés, on voit plus d'activités, les rives sont moins éloignées, donc on voit plus de choses. Et bien sûr aussi sur la rivière Chinwin, puisque c'est une rivière, donc elle est plus petite que l'Irrawaddy. Et ces navigations se font quand même sur 5 jours pour descendre l'Irrawaddy et sur 3 jours pour descendre la rivière Chinwin, et même un peu plus, parce que dans le cadre d'un voyage, on va aussi chez les Nagas, à la frontière indienne, et on descend aussi pendant 5 jours la rivière Chinwin. On dort sur le bateau. Ça, c'est le fleuve Salween dans la région donc, de Pan, dans une région qui est plus au sud, région karstique, une très belle région karstique, comme on peut le voir sur cette photo avec la montagne sacrée Zrekabein, qui est la grande montagne sacrée des Karen. Voilà, les Karen, donc, ils sont bouddhistes dans cette région, mais donc là, on va voir les vêtements des Karen qu'on voit un petit peu partout. Il y a aussi les Karen des montagnes, qui ont des vêtements un petit peu différents. Les Karen, c'est quand même une des ethnies principales du pays, après les Birmans. Et donc, ils habitent plutôt du côté de la frontière thaïlandaise et dans les régions un peu centre-sud. Les Karen sont les grands maîtres des éléphants, c'est eux qui font le débardage dans les forêts. C'est quelque chose qui se fait maintenant, parce qu'il y a la mécanisation qui commence à arriver. Donc, on va passer dans des régions, donc la région du lac Inle, qui est très connue, et les Takaya, qui est plus au sud. Donc on est en fait juste à l'est de la Birmanie centrale, comme vous voyez sur le cercle, sur la carte, le lac Inle étant donc plus au nord, et la région de l'Oriko, qui est la capitale du Takaya, un petit peu plus au sud. Le lac Inle, donc il y a des villages flottants, des villages lacustres, qui sont donc sur pilotis, de l'Inpa. Inpa, c'est dire fils du lac, donc ce sont des gens qui habitent le lac. Et il y a aussi pas mal d'ethnies aux alentours qui viennent sur le lac pour commercer avec eux et qui utilisent aussi des pirogues.
toute la navigation, enfin, c'est surtout de la part de la navigation qu'on découvre cette région. Il y a des jardins flottants, on peut le voir sur cette image, des longues bandes de terre qui sont très fertiles. On cultive pas mal de légumes, des tomates, toutes sortes de choses. Et le lac Inle, ce qui est aussi très intéressant, c'est la grande fête annuelle du lac Inle qui dure pendant 18 jours. On y organise en fait un voyage où on découvre cette fête pendant 4 jours et ensuite on va découvrir la fête des Lumières. On a un voyage qui combine les deux. Donc il y a une barge avec des Bouddhas qui sont ils sont tirés en fait par des pirogues sur lesquelles il y a des rameurs qui enroulent leurs jambes autour des rames. C'est comme ça en fait qu'ils font la progression, c'est le style typique du lac Inle. Alors autour du lac Inle, il y a aussi le site de Kakou, qui est dans la région habitée par l'ethnie Pao, où il y a une grande fête bouddhique où d'autres ethnies d'ailleurs viennent à ce moment-là. Les Pao, les voici, donc ils sont très nombreux dans la région du lac Inle, surtout à l'est, et ce sont surtout avec eux qu'on organise les randonnées que l'on fait plutôt dans la partie est du lac. C'est dans cette région qu'on fait des randonnées et qu'on découvre aussi des marchés qui ont lieu tous les 5 jours, donc dans les bourgades qui sont autour du lac Inle. Cette région est aussi habitée par les Shan, qui est la deuxième, troisième ethnie principale du pays. Le lac Inle, voilà une petite image pour vous montrer un petit peu comment ça se présente. Vous avez la partie nord, une rivière qui s'en échappe, et il y a un barrage qui a été construit par les Japonais au titre des réparations de la Seconde Guerre mondiale, et du coup il y a un autre lac qui s'est formé plus au sud, qui est très intéressant à découvrir. Nos voyages maintenant ils passent assez régulièrement, et au sud de ce lac se trouve la région de l'Oriko, l'État Kaya, où on rencontre pas mal d'ethnies intéressantes, notamment donc les Kayas, qui sont surnommées femmes éléphants, dont vous voyez une photo. En fait, elles ont des bandelettes de coton laqué, jusqu'à 500, autour des genoux, parce que c'est censé en fait protéger leur âme qui est derrière leurs genoux, d'après leur tradition. Il y a les Kayanes, qui sont souvent surnommées femmes girafes, qui ont donc ces spirales de laiton autour du cou. On est vraiment dans leur région d'origine. Il y en a qui sont partis un petit peu à droite à gauche, mais leur région d'origine est là. Et toutes ne portent pas de spirales de laiton. Certaines les ont enlevées. Et ça demande, bon, bien sûr, du temps. Il faut refaire un petit peu la musculature, puisque ça atrophie les muscles, en fait, le fait d'avoir cette spirale. Mais donc, c'est quelque chose qui peut s'enlever. Et une ethnie qui est beaucoup moins connue, les Kayo. On peut aller dans cette région que depuis 1 an et demi à 2 ans. Avant, c'était complètement interdit. Et c'est pourtant pas très très loin, toujours de l'Oriko, c'est quand même 3 heures de route. Et donc vous voyez, il y a des femmes de cette ethnie avec une espèce de collier de laiton là, qui sont au-dessous du genou. Elles ont aussi pas mal de bijoux, notamment au niveau des oreilles. Et ce sont des populations qui sont chrétiens, mais qui, au moment des fêtes, n'hésitent pas en fait à faire revenir les traditions. C'est un mélange de chrétiens et de traditions. On va maintenant aller dans des régions qui sont plus ethniques. Du côté de Kengtung, on a commencé bien sûr par la région de l'Oriko, mais on va aller maintenant du côté de Kengtung qui est plus à l'est, et chez les Chin et les Naga qui sont plus à l'ouest. Donc les régions ethniques. Donc vous voyez sur le cercle, sur la droite, c'est la région de Kengtung, qui est donc plus ou moins vers le triangle d'or, au nord de la Thaïlande, tout près du Laos et de la Chine. La région des Chin, qui est dans la partie, au même niveau, mais dans la partie complètement à l'ouest, donc à gauche. Et les Nagas, qui sont dans ce petit cercle en ovale qui est plus au nord. La région de Kengtung, donc il y a notamment les Niwa qui habitent cette région. Les Wa habitent aussi plus au nord, le long de la frontière chinoise. Et traditionnellement, certains groupes avaient des grandes maisons de ce style, qu'on peut toujours voir, où plusieurs familles cohabitent. Voilà donc les Wa qui sont de langue de type non khmer. Mais il y a d'autres ethnies qui habitent dans la région, notamment les Laro, qui sont un petit peu comme les Lissous de type tibéto-birman. Les Palong, qui sont aussi de type non khmer comme les Wa, que l'on rencontre aussi dans la région proche de la Kinley, du côté de Kalo, et plus au nord à la frontière chinoise, et jusqu'ici. Les Heng, qui sont aussi de langue non khmer, mais qui, eux, ne sont que dans la région de Kengtung. Il y a 5 villages autour de Kengtung. Les Hakka, qui, eux, sont par contre très nombreux,
qu'on appelle Rani en Chine, Iko au Laos. Ils sont très nombreux dans toute cette zone où on se rapproche en fait du Mékong. Et ils ont une grande fête annuelle qui a lieu vers le 28 décembre sur plusieurs jours. Et on organise un voyage qui va justement là-bas, après avoir rencontré les ethnies de la région de l'Ouïghour. Voilà, donc cette fête où les Hakka viennent se rencontrer du côté de Kengtung. Dans la partie ouest, donc, il y a les Chin, dont les femmes ont le visage tatoué. Alors, ce n'est pas tous les Chin, parce que l'État de Chine est assez grand. Ce sont les Chin qui habitent la région autour du mont Victoria, du côté de Mindat et Kanpele. Et selon les vallées, il y a des tatouages qui sont en fait très différents les uns des autres. Et le but de ces tatouages est un petit peu finalement comme pour les femmes girafes, même si ce n'est pas encore complètement sûr que ce soit la raison, mais ça aurait été pour les protéger contre le rapt par des princes des ethnies principales des pays. Donc tatouage très différent d'une vallée à l'autre. Et dans des régions plus au sud, en allant vers l'Arakan, il y a les Lichin avec les Letuchin avec un tatouage très particulier. Et plus au nord, il y a les Nagas, que l'on retrouve aussi du côté indien. Donc là, c'est au moment d'un rassemblement qui a lieu en janvier, auquel on peut aller et descendre ensuite la rivière Chinwin. Et parmi eux, il y a sur la photo de gauche, il y a les Naga Tangkhul, que l'on ne peut rencontrer que dans cette région et au Manipur. Si on va au Nagaland indien, on ne les rencontre pas. Ils sont au Manipur, qui est un état au sud du Nagaland indien, et en Birmanie. Et enfin, on va terminer ce voyage en Birmanie par une petite escapade tout au sud, dans l'archipel de Mergui. Donc là, on est vraiment dans la frange complètement sud-sud du pays. Vous voyez là tout en bas, l'archipel de Mergui, il y a donc le cercle autour de ces îles. Donc on est tout proche de la Thaïlande. Et donc on a maintenant des voyages que l'on propose qui sont plus abordables, parce qu'avant c'était très cher d'aller dans ces régions. Et donc maintenant on fait un voyage qui part le long de la Birmanie méridionale pour rejoindre Miek, d'où on part en bateau pendant une semaine à travers l'archipel de Mergui pour aller jusqu'à Koh Tong. Et ensuite, on traverse la frontière vers la Thaïlande et on peut faire une extension du côté du parc de Khao Sok ou ailleurs. Donc voilà quelques photos. Donc on n'en a pas beaucoup parce qu'en fait c'est quelque chose d'assez nouveau. Mais donc là c'est dans la région de Miek, où il y a un fleuve qui arrive sur l'archipel. Cet archipel est habité par quelques pêcheurs, et notamment les Moken, qui sont des nomades de la mer, qui partent pour des campagnes de pêche. Donc ils sont plus vraiment nomades, parce qu'ils ont été sédentarisés par les Birmans, mais ils sont finalement semi-nomades, parce qu'ils partent pour des campagnes de pêche, et ils vivent sur leur bateau pendant ce temps-là. Voilà, quelques images de cet archipel de Mergui, pour terminer notre court voyage en Birmanie. En attendant, vos questions. Super. Alors, question, on va peut-être commencer par une question de Bruno, qui était plutôt liée à la prise de photos. Est-ce que c'est pas trop difficile, et surtout quand tu abordais les moines et les nonnes, n'est-il pas trop difficile de prendre des photos d'eux en tant que touriste? Et si oui, comment réagissent-ils, quoi? Alors, la Birmanie est un pays qui est vraiment très facile pour la photo. Il faut bien sûr utiliser les règles d'usage qui sont quand même d'être respectueux des gens, de ne pas non plus leur mettre l'objectif sous le nez comme ça. Bon, il y a les respects d'usage, mais sinon, c'est vraiment très facile. C'est un des pays les plus faciles que je connaisse pour ça. Une autre question justement de Bruno liée aux ethnies. Est-ce que toutes ces ethnies parlent le même birman, ou comme que la communication n'est-elle pas trop difficile à la fois entre les différentes ethnies et à la fois entre nous en tant que voyageurs? Non, parce qu'en fait, ils vont à l'école tous, ou au moins pour la petite école. Il y a même des organisations qui les aident aussi, des moines, même des étrangers. Et en fait, le birman est quand même la langue vernaculaire. Ils parlent le birman. Alors après, dans certains coins reculés des Tachan, ils vont plus parler le shan que le birman, mais ils arrivent quand même à se comprendre. Une question de Régine qui nous demande si on peut réellement voir des Naga Tangkhul tels qu'on a vu sur la photo que tu as montrée. Alors c'est uniquement en fait dans la région de Lechi, qui est une des deux bourgades principales du Nagaland birman. Il y a Lae et Lechi, et les Naga Tangkhul ne sont qu'à Lechi, et du côté indien, c'est au Manipur. Mais au Manipur, ça a perdu pas mal de ses traditions. Question de Mali qui demande quel voyage permet de découvrir le plus d'ethnies, ou plutôt de rencontrer le plus d'ethnies.
Alors à ce moment-là, on a un voyage qui commence en fait, donc il faut arriver à Bagan, on va ensuite dans la région habitée par les Chines, donc avec les visages tatoués, et ensuite on traverse la Birmanie centrale pour aller au lac Inle, et dans la région de l'État Kaya. On rencontre toutes les autres ethnies qu'on a vues, Kayan, Kaya, Kayo, et ensuite terminé par la région de Kengtung. Donc on a vu les Wa, les Hakka, Heng, etc. Et après, il est possible de là de sortir de la Birmanie par voie terrestre vers le nord de la Thaïlande. Ça fait vraiment une très belle traversée, et on a donc un voyage qui est sur cette base-là. Question d'Isabelle maintenant qui nous demande si des treks sont organisés en boucle environ autour de 15 jours au départ de Phu Thao. Alors la région de Phu Thao est une région qu'on a mis un petit peu à part pour le moment, parce qu'en fait c'est un peu décevant visiblement. Il n'y a pas beaucoup de... Enfin, on voit quelques ethnies, mais il n'y en a pas tant de villages que ça. C'est des régions qui sont très, très sauvages, très, très boisées. Donc du coup, c'est vrai que on est un petit peu limité pour le moment. J'ai pas encore eu l'idée vraiment de pousser ça loin, mais il faut vraiment aimer la jungle. Mais du coup, est-il possible de faire du trek en Birmanie? Et si oui, à peu près quelle région? En trek, c'est quand même surtout dans la région autour du lac Inle et du côté de Kengtung, qui sont les régions principales. Alors, il y a des treks qui sont très accessibles, qui sont du côté de Kalo pour aller vers le lac Inle, du côté de Pindaya. Mais ce qui est plus intéressant à mon avis, c'est plutôt dans la partie est, chez les Pao. On peut faire des treks de 4-5 jours qu'on organise dans la partie est pour rejoindre la partie sud du lac Inle. C'est à mon avis plus intéressant. Et j'espère qu'on pourra en faire plus à l'avenir. Et question toujours liée, mais plutôt inverse, de Dominique, qui nous demande, est-ce que les voyages toujours construits avec du trekking? Non. En fait, les voyages qui sont avec du trekking sont ceux qui sont dans la région du lac Inle, mais on a notamment notre parcours au cœur de la Birmanie centrale, et de la Birmanie centrale vers les États Mon et Karen, où là, donc, il n'y a pas de randonnée, juste une nuit chez l'habitant avec une petite balade, mais pas de trek proprement dit. On a des voyages spécifiquement plus trek, et d'autres qui sont plus découverte aventure, mais pas trek. Question de Didier maintenant qui nous demande s'il est possible de partir l'été à cause de la mousson. L'été, justement, je l'abordais brièvement, mais la Birmanie centrale est une région qu'on peut découvrir facilement l'été, parce que les principales influences de la mousson sont bloquées par la chaîne du Bago-Yoma, et du coup, toute la Birmanie centrale autour de Mandalay, Bagan, un peu le lac Inle, mais comme c'est dans les montagnes, il pleut forcément un peu plus, mais toute cette région est quand même très, très facilement visitable l'été, beaucoup plus que le Vietnam ou le Laos ou la Thaïlande, qui sont beaucoup plus soumis aux influences de la mousson à ce moment-là. Par contre, on visite moins les parties méridionales de la Birmanie, parce que là, il y pleut beaucoup. Et en Birmanie centrale, on peut le faire sans problème. Alors sinon, il y avait un sujet que, bien sûr, nous avions prévu d'aborder en fin de webconférence, donc on peut le faire maintenant, rebondir sur la question de Dominique, qui nous demandait s'il était possible d'aller justement dans la région où se trouvent les Rohingyas, et ça permet de faire le lien, et peut-être que Jérôme, tu peux nous parler très brièvement, hein, parce que c'est un sujet sur lequel on pourrait parler longuement, mais est-ce que tu peux nous éclairer, au moins avec tes connaissances, sur ce conflit? Oui, bien sûr. Alors déjà, pour répondre à Dominique, les Rohingyas habitent en Arakan, dans un coin complètement isolé près de la frontière avec le Bangladesh, mais l'Arakan, c'est très grand. Et possible de visiter en Arakan à partir de Sittwe, d'aller pour visiter le site de Myoho, et ensuite de remonter la rivière Lenno pour rencontrer les Letuchin, dont on a vu les visages tatoués en forme de toile d'araignée. Donc ça, c'est quelque chose qui s'organisait facilement par le passé, moins au moment où il y a eu cette éruption avec tous les problèmes qu'on a connus, qui ont été largement médiatisés. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas quelque chose qui a lieu tout le temps en permanence. Il y a des moments. Et ces moments, c'est souvent parce qu'il y a un village qui a été attaqué. Donc là, c'était un des villages bouddhistes qui avait été attaqué par des musulmans. Donc du coup, ça a généré une rancœur des bouddhistes, l'intervention aussi de groupes armés, etc. Et donc, c'est tous les problèmes qu'on a connus. Mais ce n'est pas quelque chose qui ne pose des problèmes de sécurité pour visiter le reste de la Birmanie. Et même, je connais des gens qui sont allés en Arakan pour faire visiter Myoho et puis aller à la rencontre des Chines, là en février-mars. Donc ce n'est pas rédhibitoire, on peut y aller. Simplement, nous, on a enlevé pour l'instant nos voyages qui vont là-bas. Mais à la demande, si des gens veulent y aller, on peut l'organiser.
pour tout le reste de la Birmanie, donc ça ne pose pas de problème de sécurité, parce que c'est vraiment complètement isolé du reste de la Birmanie. Et cette thématique est un peu compliquée, parce qu'en fait, ces Rohingyas, le problème, c'est pas un problème religieux, comme on pourrait le penser, parce qu'ils sont musulmans. Surtout parce qu'en ce moment, on parle aussi d'intégristes, de moins d'intégristes bouddhistes, chose qui est un phénomène un peu nouveau en Birmanie. Ça existe depuis longtemps en Inde, mais en Birmanie, c'est un peu nouveau. Mais le problème, en fait, il est vraiment purement ethnique, historique et géographique. C'est-à-dire que si on regarde bien la carte de la Birmanie, on est très éloigné du reste. Et c'était un royaume indépendant pendant plus de 1200 ans, qui n'a été conquis par les rois birmans qu'en 1783. Ces rois birmans un peu mégalos ont poussé en plus vers l'Assam, vers l'Inde, ce qui a généré l'intervention des Anglais qui ont conquis toutes ces régions. Donc c'est resté birman que pendant 30 ans, puis après c'est devenu tout anglais. Et les Anglais ont fait venir beaucoup d'Indiens, dont des Indiens musulmans qui venaient du Bangladesh actuel, etc., des Bengalis, qui se sont installés beaucoup plus. Il y avait déjà des musulmans, mais beaucoup plus se sont installés. Et donc du coup, il y a quand même une espèce de ressentiment de la population birmane face à tout ce qu'ils appellent Kala, un petit peu de ces populations de type Bengali. Ça se focalise du coup sur ces Rohingyas qui se retrouvent à la frontière. Et cette frontière, c'est un petit peu aussi le problème des Anglais qui, quand ils ont défini les frontières à l'indépendance, voilà, donc c'est un problème qui est surtout très complexe et il ne faut pas s'arrêter aux premières impressions que nous donnent les médias. Alors, on va finir sur, j'ai trois dernières questions. Une question d'Hervé qui demandait s'il était possible de voyager dans l'Himalaya birman. L'Himalaya birman, ça rejoint ce que disait Isabelle, c'est toute cette région de Putao. Putao, on peut y arriver en avion, c'est tout au nord. C'est le point de départ pour aller éventuellement au camp de base du plus haut sommet, la Kakaborazi, mais c'est 30 jours à travers la jungle. C'est une région complètement de jungle, il suffit de lire le récit du prince Henri d'Orléans qui est allé du Tonkin aux Indes en passant par là. C'est vraiment des régions de jungle. Peut-être un peu moins maintenant parce que les Chinois s'intéressent beaucoup au bois du nord de la Birmanie, ce qui fait que ces régions sont un peu plus difficiles d'accès. Et d'ailleurs, comme c'est dans l'État Kachin, c'est vrai que l'État Kachin, il y a des régions qui s'ouvrent, des régions qui se ferment selon l'évolution. Pour l'instant, c'est les régions plus le long de la frontière thaïlandaise qui s'ouvrent. Les Karen ont signé des accords de paix, mais les Kachin ont repris les armes contre le gouvernement birman. Et du coup, je suis même pas sûr qu'on puisse aller à Putao finalement. Il faudrait que je me renseigne. Est-ce que l'on peut passer, une question de Régine, est-ce qu'on peut passer la frontière Birmanie-Inde? Alors Birmanie-Inde, oui, on peut la franchir au poste frontière de Tamou. La seule complication plus récente là, de ces 2 dernières années, c'est que si on traverse la frontière, mettons de Inde vers Birmanie, il faut revenir en Inde par le même poste frontière. On ne peut pas traverser par cette frontière et ensuite aller sur Yangon et prendre l'avion pour rentrer en France. C'est la seule contrainte récente qu'il y a eu et qui peut encore évoluer. Françoise qui nous demande à quelle saison on peut passer du pays de Chine vers l'Arakan en véhicule. Du pays de Chine vers l'Arakan en période hors mousson. Donc à partir de novembre, parce qu'octobre c'était encore un petit peu juste, mais de novembre jusqu'à avril. Question de Régine, est-ce possible de dormir chez l'habitant? Ou du moins, est-ce que, voilà, parce que le nombre de touristes ayant un peu... Je pensais que quand il y a eu le grand afflux touristique au moment de l'ouverture plus grande de la Birmanie, que ils allaient ouvrir davantage de logements chez l'habitant, parce qu'il manquait de logements. Clairement, par exemple, au lac Inle, ils auraient pu ouvrir le logement chez les Inta, dans les grandes maisons sur pilotis sur le lac, mais ils ne l'ont pas fait. Et bon, il faut dire que le ministre du Tourisme, c'est en fait un ancien hôtelier. Donc, bon, forcément, il fait un peu attention à préserver les hôteliers. Mais c'est quand même quelque chose qui bouge un petit peu. Là, en avril dernier, on a eu l'occasion de pouvoir aller chez les Caillots, la technique qu'on voyait tout à l'heure, et on a pu dormir dans leur village. Et finalement, en faisant un débriefing après au retour, ils nous ont dit finalement, on va peut-être pouvoir l'ouvrir davantage parce que ça peut aller. Mais c'est de toute manière forcément en liaison avec les autorités. Et dernière question de Nicole, à quelle saison peut-on voir les dauphins de l'Irrawaddy et peut-on aller à Mogok? Alors, dauphins de l'Irrawaddy, en fait, ils sont du côté sur le fleuve Irrawaddy, en amont de Mandalay. Et je pense qu'on peut les rencontrer quand même une bonne partie de l'année. Bon, moi, je les ai rencontrés notamment là, en novembre, mais je pense qu'on peut quand même les rencontrer assez souvent. Ils sont pas très loin de Mandalay, en fait, juste au nord de Mingun. Et on peut aussi les rencontrer plus en amont, entre Kata et Bamo. Sinon, Mogok, parfois c'est ouvert, parfois c'est fermé. En ce moment, c'est ouvert, donc on peut obtenir
le permis pour aller à Mogok voir les mines de rubis. Voilà, bon, je pense que nous avons fait le tour. Voilà, merci. Je vous rappelle donc la prochaine webconférence, comme je le disais, sera le mercredi 26 septembre à 18h30 sur le Sahara. Merci vraiment d'être plus nombreux à nous suivre. Merci également de prendre 1 ou 2 minutes pour bien répondre au sondage. N'hésitez pas à revenir vers nous comme certains l'ont fait également. Si vous avez, je ne sais pas, des remarques, des choses à nous faire remonter, Thibaut peut peut-être mettre les contacts. Hein. Vous pouvez soit nous envoyer un mail sur contact@secret-planète.com ou nous appeler au 04 78 37 88 88. Jérôme peut également répondre à toutes vos questions que vous pouvez vous poser sur la bière. Vous pouvez maintenant retrouver tous les replays des webconférences sur notre site internet, hein, sur l'onglet webconférences. Et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Vous retrouvez l'ensemble de nos voyages sur la Birmanie du Thibaut qui a posé le lien. Merci beaucoup, à très bientôt, bonnes vacances à tous ceux qui en ont cet été, et surtout à la France en espérant qu'ils ne